Vous avez 48 heures. Faites vos valises et fichez le camp. Cette maison nous appartient maintenant. C'est ce que ma petite sœur, Chloé, a déclaré en balayant du regard le salon, ses yeux scrutant la pièce comme si elle en estimait la valeur marchande. Je m'appelle Manon. J'ai 30 ans. Je vis chez mes parents dans la banlieue résidentielle de Lyon, et je travaille comme ingénieur informatique. Financièrement, je ne manque de rien. Ce matin-là devait être comme tous les autres. Il était 5 heures du matin, mon moment préféré de la journée. L'odeur du café fraîchement moulu embaumait la cuisine pendant que j'écrivais du code en silence. C'était mon rituel sacré. Cette maison avait été construite par mon grand-père Marcel. Elle est ancienne, le parquet craque un peu, mais c'est l'endroit que j'ai toujours aimé, l'endroit que j'ai protégé. Soudain, un bruit a brisé la tranquillité. J'ai levé les yeux et elle était là, ma sœur Chloé, qui n'avait pas mis les pieds ici depuis des années. Et à côté d'elle se tenait son mari prétentieux, Julien. Manon, c'est un peu soudain, commença Chloé, sa voix aussi glaciale qu'un vent d'hiver. Avant que je puisse répondre, elle a de nouveau regardé autour d'elle et a répété, « Vous avez 48 heures. Prenez vos affaires et partez. Cette maison est à nous maintenant. » Pendant un instant, mon esprit s'est vidé. Quelque chose en moi s'est brisé à ces mots, mais ce n'était pas une explosion de colère ou quelque chose de brûlant. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant et de bien plus précis. J'ai lentement levé la tête, regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit, « Un projet ? Tu veux dire, comme le genre de projet où quelqu'un d'autre rembourse le prêt hypothécaire qui a été contracté sur cette maison ?» Son visage est instantanément devenu pâle. Puis j'ai déplacé mon regard vers Chloé, qui semblait si suffisante un instant plus tôt. « Es-tu seulement au courant du prêt de 150 000 euros ?» Ma contre-attaque calme les a laissés, Chloé et Julien, sans voix. Dans leur tête, ils ne pensaient qu'à une chose, on récupère une maison gratuite. Finalement, je me suis tournée vers mon père, qui fixait maladroitement le sol. « Papa, tu ne vas rien dire ? C'est ça mon solde de tout compte pour tout ce que j'ai fait ? 48 heures pour disparaître ? C'est un retour sur investissement plutôt terrible. » La pièce a été engloutie par un silence gênant. Ils s'attendaient probablement à ce que je pleure, que je supplie, mais je ne me battrai plus selon leurs règles. J'ai expiré, puis j'ai dit d'un ton brillant, presque joyeux, « Très bien, compris. Je vais commencer à me préparer. » Ce n'était pas une reddition. C'était une déclaration de guerre. Dans ma tête, le code s'exécutait déjà. Nom du projet, retour de bâton familial. Délai, 48 heures. Un plan sans faille. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai doucement fermé la porte. Pas une seule larme n'a coulé. Au lieu de cela, l'adrénaline a envahi mes veines. J'ai décidé de commencer par lister tous les actifs. S'il pensait récupérer la coquille de cette maison, j'allais retirer tout ce qui lui donnait de la valeur. Chaque once de confort, chaque fonction, chaque trace de valeur. Comprenait-il seulement pourquoi cette maison existait encore ? Il y a des années, mon père avait perdu toutes ses économies de retraite dans une arnaque, et le salaire partiel de ma mère couvrait à peine ses habitudes de dépenses. Pour compenser, ils avaient emprunté une grosse somme à la banque, utilisant cette maison comme garantie. Au décès de mon grand-père, le titre de propriété leur avait été transféré. Ils l'ont utilisé pour obtenir le prêt, mais bien sûr, ils ont fait défaut sur les paiements. La maison était sur le point d'être saisie. Je me souviens encore de cette nuit-là. Mon père, la tête dans les mains au-dessus de l'avis de saisie immobilière, et ma mère suppliant, « Manon, tu peux arranger ça, n'est-ce pas ? Si tu rembourses, on mettra la maison à ton nom. » Les conditions de la banque étaient brutales. Rembourser immédiatement le solde impayé et apurer le capital restant plus les intérêts, soit 150 000 euros, en 3 ans. Sinon, la maison serait vendue aux enchères. C'est pour la famille, avait-elle dit. Avec cette simple phrase, j'avais décidé de repousser mon propre rêve d'acheter un appartement, quelque chose que je planifiais depuis 3 ans, et à la place, j'ai continué à effectuer les paiements mensuels diligemment, sans faillir. Quand j'ai vu leur visage soulagé, j'ai cru avoir fait la bonne chose. Mais ce n'était pas de la gratitude.
C'était le regard de gens satisfaits d'avoir trouvé un portefeuille commode. Et ce n'était pas juste le prêt. Ce grand canapé d'angle en L dans le salon? Je l'avais acheté après des mois d'heures supplémentaires, imaginant la famille se détendre ensemble pour regarder des films. La télé OLED de 165 cm? Je l'avais acheté parce que papa avait dit un jour, les nouvelles télés de nos jours sont vraiment incroyables. Quand la machine à laver a lâché, j'en ai acheté une nouvelle. Le modèle haut de gamme avec séchante intégrée. Quand le toit fuyait, j'ai payé les réparations. Quand les murs étaient défraîchis, je les ai repeints. J'avais tout versé dans ce projet appelé « maison ». Mon temps, mon argent et mon amour. Tout ce que je voulais, c'était que ma famille vive confortablement. Mais après avoir remboursé jusqu'au dernier centime, voilà comment il me remercie. Alors maintenant, en 48 heures, je vais extraire chaque morceau de ma vie de cet endroit, proprement, complètement. D'abord, j'avais besoin de sécuriser un allié extérieur essentiel pour cette opération, l'entreprise de déménagement. Il était encore tôt le matin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé dans la barre de recherche « Déménagement urgence Lyon 24H24 ». Quelques options sont apparues. Parmi elles, une entreprise se démarquait, Déménagement Rhône Express. Des avis excellents et un site web soigné. Ça valait le coup d'essayer. J'ai composé leur numéro. À ma grande surprise, un homme a décroché après quelques sonneries. Il s'appelait Nicolas. Sa voix était enrouée, mais professionnelle. Bonjour. Je suis terriblement désolée d'appeler si tôt, mais j'ai besoin d'un déménagement d'urgence aujourd'hui. J'ai expliqué la situation brièvement et désespérément. Au début, Nicolas semblait vraiment déconcerté. Aujourd'hui, a-t-il dit, incrédule. Mais quand j'ai listé les objets à déménager, le canapé, la télé, la machine à laver, l'ensemble de chaises de la salle à manger, d'autres appareils électroménagers et des affaires personnelles, son ton a changé. Il a probablement réalisé que ce n'était pas une fuite désordonnée. C'était un travail sérieux. D'accord, nous devrons facturer un supplément d'urgence, mais nous pouvons nous arranger. Le plus tôt où nous pouvons avoir une équipe sur place, voyons voir. Midi aujourd'hui. Cela vous convient-il? Parfait. À cette heure-là, tout le monde serait normalement sorti, donc je pourrais effacer mes traces complètement. Oui, midi, s'il vous plaît. Et l'équipe pourrait-elle être aussi silencieuse que possible? Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. La simple phrase de Nicolas m'a donné plus d'assurance que n'importe quel discours de consolation. J'ai raccroché, expiré, et coché la première étape du plan. Tout ce qu'il restait à faire était d'attendre l'exécution. J'ai ouvert le dossier des factures et j'ai commencé à coller des petits post-it sur chaque chose à emporter. C'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça aussi. Tout ça. Pendant les heures précédant midi, j'ai emballé calmement. Mes parents et Chloé s'attendaient probablement à ce que je sois dans ma chambre en train de sangloter. Leurs rires occasionnels venant du salon ne faisaient plus rien à mes nerfs. Je ne les enregistrais même plus comme bruit de fond. À midi pile, l'interphone a sonné. L'équipe de déménagement Rhône Express, dirigée par Nicolas, est arrivée. Calme, efficace, professionnel. Je les ai accueillis à la porte d'entrée et j'ai montré les objets marqués de post-it. Ils semblaient un peu surpris par mon sang-froid, mais ils se sont tenus au travail sans perdre un mot. Le premier à sortir fut le grand canapé d'angle, le symbole de l'unité familiale que j'avais jadis imaginé. 2 déménageurs l'ont soulevé avec une aisance rodée et l'ont porté lentement à travers l'embrasure de la porte. En le voyant partir, je n'ai ressenti aucune tristesse. Au contraire, c'était comme si une lourde chaîne avait été coupée. Ce n'était pas une relique sentimentale. C'était quelque chose que j'avais acheté avec mon propre argent, ma propriété, et je la récupérais. Ensuite, la télé de 165 cm a été démontée du mur et enveloppée dans sa housse de protection. La machine à laver, le micro-ondes, le grille-pain. Ils ont été chargés dans le camion l'un après l'autre comme un peloton discipliné. Un déménageur s'est arrêté en portant une chaise de salle à manger et a demandé « On laisse la table ?»
Oui, la table appartenait à mon grand-père, mais ces chaises, je les ai achetées l'année dernière. Il a hoché la tête avec compréhension et a emporté les chaises avec précaution. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne dépouillais pas la maison elle-même. J'extrayais avec une précision chirurgicale la valeur que j'y avais mise. Mon esprit, toujours celui d'une ingénieure, restait froid et concentré. Ce projet serait exécuté sans bug. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. Après le départ silencieux du camion de déménagement, je suis restée seule au centre de la maison. Les bruits domestiques que les meubles et les rideaux absorbaient avaient disparu. La maison ressemblait à une cathédrale, étrangement immobile. Une personne normale aurait pu être écrasée par un sentiment de perte face à ce vide. Mais ce qui me remplissait était un étrange et féroce sentiment d'accomplissement et une anticipation excitée pour le prochain acte du spectacle. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai photographié le reçu du déménageur. La preuve parfaite du travail accompli. J'ai ensuite posé doucement la clé de la maison sur la table de la salle à manger, là où se trouvait la chaise auparavant. Je n'avais plus besoin de cette clé. J'ai emporté mon ordinateur portable dans un café voisin, j'ai commencé les démarches pour un nouveau logement, et j'ai attendu. Au moment exact où les 48 heures se sont écoulées, ma montre connectée a vibré doucement, le signal d'ouverture du spectacle. En regardant le coucher de soleil à travers la vitre du café, je sirotais un espresso. Juste à ce moment-là, mon téléphone s'est allumé avec un appel. Maman. Un appel du public après le premier acte, peut-être. Bien sûr, je n'ai pas décroché. J'ai laissé aller sur la messagerie et j'ai écouté. Sur le haut-parleur, on entendait la voix hystérique de Chloé et les tentatives affolées de ma mère pour la calmer. Il n'y a plus rien dans la maison, maman. C'est vide. Manon a tout volé. Elle a tout pris, hurlait Chloé. Calme-toi, Chloé. J'essaie d'avoir Manon au téléphone, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? La voix de ma mère tremblait de panique. De l'autre côté, je pouvais entendre ma mère s'effondrer. Son scénario prévoyait que je pleurerais, que je ferais mes valises misérablement et que je partirais, et qu'ensuite Chloé et Julien vivraient confortablement. Elle n'avait jamais imaginé que tout le décor disparaîtrait. J'ai envoyé un SMS bref à ma meilleure amie et avocate, Sophie, le rideau s'est levé. On attend l'entrée de l'avocate. Sa réponse rapide était rassurante, popcorn prêt. J'ai commandé un autre café et j'ai attendu l'appel de mon père. Comme prévu, son numéro s'est affiché quelques minutes plus tard. J'ai envoyé ça sur la messagerie aussi. Sa voix sur l'enregistrement semblait moins en colère que déconcertée. Manon, qu'est-ce que tu as fait? La maison. Elle est vide. Rappelle-moi. Tu es allé trop loin. Trop loin? Vous m'avez poussé à payer 150 000 €, je me suis tué à la tâche pour cette famille, et ensuite vous m'avez jeté dehors sans une seconde pensée. Ce n'est pas aller trop loin. C'est juste vous rendre la monnaie de votre pièce. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai laissé sur la table. Comme ça, le bruit ne me dérangerait pas. Je sirotais mon café lentement, les imaginant faire les 100 pas dans une maison vide. Le lendemain matin, j'étais au cabinet d'avocat de Sophie, un espace moderne et vitré dans le quartier de la Pardieu. Elle m'a tendu une tasse de thé et a souri malicieusement. Alors, le château vide d'hier soir a causé pas mal d'agitation. J'ai écouté les messages vocaux. Quelle panique! C'était l'acte d'ouverture parfait, mais ce n'était que l'ouverture. Le plat principal arrive, ai-je dit. J'ai posé l'épais dossier de facture et une vieille photo de mon grand-père, Marcel, sur la table. Sophie a feuilleté les reçus et a sifflé d'appréciation devant le volume. C'est remarquable, des preuves parfaites. La propriété des meubles et des appareils est indiscutablement la tienne. Même s'il crie au vol, la police traitera probablement ça comme une affaire civile. Tu es couverte. Mais c'est là que le vrai travail commence. Sophie, je ne te demande pas de jouer la défense. Je veux qu'on passe à l'offensive. J'ai pointé la vieille photographie de mon grand-père. Dessus, Marcel soulevait une petite fille, moi, sur ses épaules, souriant avec une joie sans retenue.
Il avait construit cette maison de ses propres mains, fier et têtu jusqu'à la fin. Cette maison était à l'origine celle de mon grand-père. J'ai toujours cru que mes parents l'avaient héritée légalement, mais quelque chose ne colle pas. La façon dont mon père a paniqué, c'était comme s'il était terrifié que je découvre quelque chose. L'expression de Sophie s'est aiguisée instantanément. L'avocate en elle s'est réveillée. Elle a posé sa tasse de thé et s'est penchée en avant. Je vois. Donc, tu penses que le processus de succession n'était pas transparent? Très bien, on va creuser. Si on vérifie auprès du fichier des dispositions de dernière volonté et les actes notariés, on pourrait trouver quelque chose. Donne-moi le nom complet de ton grand-père et la date approximative de son décès. Je lui ai donné tout ce que je savais. Elle a serré fermement mon épaule. Laisse-moi faire. Tu as déjà franchi l'étape la plus difficile, reprendre ta propre vie. Laisse les professionnels s'occuper du reste. En quittant son bureau, le ciel de Lyon était douloureusement bleu, presque moqueur dans sa clarté. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je me sentais calme. Ce n'était plus seulement mon combat. Et au fond de moi, je savais que la vérité qui attendait de faire surface serait bien plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. Ces gens qui erraient encore dans cette maison vide n'avaient aucune idée que ce qu'ils étaient sur le point de perdre était bien plus précieux que de vieux meubles. Seulement 2 jours plus tard, un court SMS de Sophie est apparu sur mon téléphone, « Viens au bureau maintenant ». Même à travers ces quelques mots, je pouvais sentir son excitation à peine contenue et un fil de fureur professionnelle. Quand j'ai ouvert la porte de son bureau, elle fixait sombrement son écran. Dès qu'elle m'a vu, elle a tourné sa chaise. « Manon, prépare-toi. J'ai trouvé quelque chose d'énorme. » Sur l'écran se trouvait un document juridique numérisé, officiellement enregistré chez un notaire. Titre, Testament et dernière volonté de Marcel Dubois. Le nom de mon grand-père. Tes parents t'ont dit qu'il n'y avait pas de testament quand il est mort, c'est ça, a-t-elle demandé. Oui. Ils ont dit qu'ils n'en avaient jamais fait, donc la succession est allée à son conjoint et ses enfants selon la loi. C'était un mensonge. Un gros mensonge. Sophie a craché les mots presque comme une malédiction. Elle a bougé la souris et a zoomé sur la section pertinente du testament. Au milieu du langage juridique dense, une phrase incroyable ressortait, écrite clairement et sans équivoque. Tous les biens immobiliers, y compris le terrain et la résidence située en banlieue de Lyon, seront légués uniquement à ma petite-fille bien-aimée, Manon Dubois. En tant que légataire universel sur la quotité disponible. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça dit. À partir du moment où ton grand-père est décédé, la maison t'appartenait légalement. Tes parents et Chloé n'avaient aucun droit sur cette propriété spécifique. Ils le savaient et te l'ont caché, t'ont trompé, et ont même essayé de t'expulser d'une propriété qui était légalement la tienne depuis le début. Ce n'est pas un conflit familial. C'est de la fraude, du recel de succession et de l'abus de confiance. En écoutant l'explication calme de Sophie, des fragments de souvenirs passés ont commencé à s'assembler dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle. Le jour où mon grand-père a marqué ma taille sur le pilier et a dit « Un jour, ce sera toi qui protégeras cette maison ». Ce n'était pas juste un geste gentil. C'était un message pour moi, pour mon avenir. Maintenant je comprenais pourquoi mes parents acceptaient mes sacrifices si facilement. Pourquoi mon père avait toujours l'air mal à l'aise quand le sujet de la maison venait sur le tapis. Ils vivaient dans la peur sourde qu'un jour je découvre ce qu'ils avaient enterré. Ils engourdissaient leur culpabilité avec ma gentillesse. Au-delà de la colère, une résolution froide et absolue a jailli du plus profond de mes tripes. S'il y avait une vérité qu'ils avaient essayé de cacher, n'était-ce pas mon devoir final de petite fille de l'exposer à la lumière du jour? Je me suis tournée vers Sophie et j'ai parlé calmement, mais avec une clarté indubitable. Sophie, apprends-leur la réalité. Avec plaisir. C'est pour ça que je suis là. Sophie a affiché un sourire féroce, comme si elle attendait ce moment depuis le début. Le lendemain, une lettre recommandée avec accusé de réception portant le nom du cabinet de Sophie est arrivée à la maison familiale. Elle contenait 2 documents. Première partie,
une mise en demeure formelle affirmant ma propriété de tous les meubles et appareils achetés, avertissant que toute fausse accusation de vol entraînerait une poursuite pour diffamation. Deuxième partie, une copie du testament de Marcel Dubois notifiant officiellement que le propriétaire légitime du bien immobilier était Manon Dubois. Elle avertissait que mes parents et la famille de Chloé étaient maintenant des occupants sans droit ni titre et exigeait une évacuation immédiate. Sophie m'a raconté plus tard que dès cet après-midi-là, mon téléphone avait été inondé d'appels. Des dizaines, des centaines, de chaque membre de la famille. Elle n'en a pris qu'un seul. Celui de ma mère. « Passe-moi Manon. Je dois lui parler », a crié ma mère. La voix de Sophie, m'a-t-elle dit, était fraîche et précise, « Manon ne vous parlera pas. Toute correspondance future doit passer par ce cabinet par écrit. De plus, sachez que des indemnités d'occupation s'accumulent chaque jour pour occupation illégale. » Cette simple déclaration a laissé ma mère sans voix. Et l'appel s'est terminé brutalement. Il m'avait toujours vu comme l'émotive. Facile à culpabiliser, facile à contrôler. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose que l'émotion ne pouvait pas émouvoir, la loi. Bien sûr, ils n'ont pas accepté la défaite. Ils ont engagé un avocat local et ont essayé de contester le testament, prétendant que Marcel était âgé, incapable de jugement sain. Ou que Manon l'avait manipulé. Mais Sophie avait déjà anticipé chaque mot. En quelques heures, elle a soumis des preuves, les résultats d'un examen médical passé quelques semaines seulement avant la signature du testament et une vidéo de mon grand-père, l'œil vif et riant, participant à un tournoi d'échecs local. Sa vivacité d'esprit faisait honte à la plupart des trentenaires. Leur défense désespérée s'est effondrée au tribunal. Le juge a validé le testament dans son intégralité et a émis un ordre d'expulsion formelle contre mes parents et la famille de Chloé. Le dernier week-end où ils ont été autorisés à rester dans la maison, je l'ai visité avec Sophie. Bien sûr, pas pour entrer, mais pour un rendez-vous avec l'agent immobilier. Oui, j'avais décidé de vendre cette maison. Les souvenirs de mon grand-père resteraient en sécurité dans mon cœur. Je pensais qu'il valait mieux couper les liens du passé physiquement aussi. Alors que nous parlions avec l'agent devant la maison, Chloé a soudainement surgi de l'intérieur, le visage tordu par la colère et la jalousie. « Manon, comment oses-tu ? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Si je m'en tire ou pas, c'est au tribunal d'en décider. Oh, et assurez-vous de payer les indemnités pour la période d'occupation illégale. Et je suis sûre que les frais juridiques pour votre avocat seront assez élevés aussi, n'est-ce pas ? » J'ai souri chaleureusement. À côté de moi, Sophie se tenait les bras croisés, regardant Chloé avec un calme glacial. Chloé s'est mordu la lèvre de frustration, sans voix. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et ça, plus que tout, c'était ce qu'elle ne pouvait pas supporter. À travers l'espace dans le rideau, je pouvais voir mes parents épiés depuis l'intérieur de la maison. Ils n'avaient même plus le courage de me faire face. Pathétique. Ils avaient tout perdu. La confiance familiale, la réputation qu'ils avaient bâtie pendant des décennies, et maintenant même leur maison. C'était le résultat de leur propre choix. La maison s'est vendue incroyablement vite. C'était une bâtisse solide dans une banlieue calme de Lyon. Quand l'agent immobilier a appelé pour confirmer que la vente était conclue, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Pour la première fois depuis des années, un long et épuisant projet avait enfin atteint son terme. Comme ordonné par le tribunal, mes parents et le mari de Chloé, Julien, ont libéré la maison à la date butoir, s'éclipsant pratiquement au milieu de la nuit. Tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'était de la vaisselle bon marché et usée et une pile de factures impayées. L'argent de la vente est devenu la fondation de ma nouvelle vie. J'en ai utilisé une partie comme apport pour mon nouvel appartement et j'ai investi le reste sagement. Je n'avais plus à verser mon argent durement gagné pour les besoins de quelqu'un d'autre. Chaque centime pouvait maintenant aller vers mon propre avenir. Selon des parents éloignés, les choses ne se sont pas bien passées pour eux par la suite. Quand Chloé et Julien ont perdu les actifs sur lesquels ils comptaient, leur mariage s'est effondré rapidement. Le travail de commercial tapa accent grave, l'œil de Julien ne pouvait pas suivre les habitudes de dépenses de Chloé ni le loyer de leur nouvel appartement.
Aux dernières nouvelles, ils étaient en plein divorce, et Chloé squattait des canapés chez des amis dans le sud en cherchant du travail. Mes parents s'en sont sortis encore plus mal. La nouvelle du testament dissimulé s'est répandue rapidement dans la communauté où ils vivaient depuis des années. Obsédés par les apparences, ils ont déménagé loin de Lyon vers un petit appartement de location dans une ville rurale perdue. Mon père, dépouillé de sa fierté, a perdu toute motivation, tandis que ma mère continuait de se plaindre à quiconque voulait l'écouter que « tout est de la faute de Manon ». Perdre leur maison et leur statut social n'était pas suffisant pour équilibrer la balance. Sophie préparait déjà le dépôt de plainte au pénal pour recel de testament. Le prix qu'ils allaient payer ne serait plus seulement financier. Le jour où ils devraient faire face à leur culpabilité derrière des barreaux approchait. Même quand j'entendais les rumeurs de leur chute, mon cœur ne bougeait pas. Il ne restait aucune haine, aucune colère, seulement une indifférence calme et inébranlable. Cela, plus que tout, prouvait qu'ils ne faisaient plus partie de l'histoire de ma vie. J'ai bloqué tous leurs numéros. Ils ne connaissaient pas ma nouvelle adresse. Physiquement, numériquement, émotionnellement, j'avais coupé tous les liens. Ce qui a suivi fut une paix si profonde qu'elle semblait presque irréelle. Quelques mois plus tard, j'ai pris une décision majeure pour reconstruire mes fondations à partir de zéro. J'ai quitté la région lyonnaise et j'ai déménagé à Bordeaux. Je voulais une ardoise vierge, un endroit intouché par le passé. Heureusement, une start-up de la Green Tech là-bas a reconnu mon expérience et m'a offert un poste de chef de projet. L'indépendance financière, je l'avais déjà atteinte. Mais à Bordeaux, dans cette nouvelle vie, j'ai enfin gagné mon indépendance émotionnelle aussi. Je n'avais plus à marcher sur des œufs autour des humeurs de qui que ce soit ou à me sacrifier pour plaire aux autres. Je tenais le volant de ma vie fermement entre mes propres mains. Et ce sentiment de contrôle était la forme de force la plus pure que j'ai jamais connue. Environ un an après mon installation à Bordeaux, Sophie est venue me rendre visite pendant ses vacances. Nous avons célébré tranquillement dans mon nouvel appartement. Elle a regardé autour d'elle, son expression s'adoucissant. « Cet endroit est magnifique », a-t-elle dit. « Il te ressemble tellement. C'est grâce à toi, Sophie. Sans toi, je serais peut-être encore enchaînée à cette maison. » Non. Elle a secoué la tête. Je t'ai juste montré le chemin légal. C'est toi qui t'es levé et qui as exécuté ce plan sauvage et brillant de 48 heures. Cette force, elle était toute à toi. Elle avait raison. J'avais été forte depuis le début. Pendant des années, j'avais vécu sous la malédiction de la famille, doutant de ma propre valeur, mais je n'ai jamais été faible. Le courage de croire en moi, de dire non à l'injustice, avait toujours été là, attendant de se réveiller. Peut-être que tout ce qui s'est passé n'était que le traitement brutal mais nécessaire pour réveiller le lion qui sommeillait en moi.